Nous sommes prêts à voler, nous avons 3 ou 4 autres véhicules également prêts, et le rythme de nos vols d'essai ne devrait pas être régi par la réglementation et encore moins environnementale. Nous devons voler à un rythme beaucoup plus rapide pour relever les énormes défis techniques. C'est un véhicule incroyable avec 33 moteurs et toute cette nouvelle technologie doit être testée et nous ne pouvons pas être retenus par la réglementation. Si nous étions à la NASA, je peux vous assurer que ce ne serait pas acceptable. Vendredi, le Ship 26 a effectué un test de démonstration d'allumage d'un seul moteur pour simuler la désorbitation d'un vaisseau spatial et quelle puissance! Et cette semaine, les responsables de SpaceX ont déclaré qu'ils perdaient du temps en raison des processus d'examen de Starship. Je suis bien d'accord avec eux, et la collaboration avec la FAA ralentit les progrès de SpaceX, et non seulement dans le développement du programme Starship, mais aussi dans les innovations avec la Falcon 9 et le Dragon. Et selon la compagnie, la FAA fait un assez bon travail avec les ressources dont elle dispose, mais a besoin de beaucoup plus de personnes travaillant dans son département des licences, et devrait être encouragée à donner la priorité aux missions d'importance nationale. Et la fusée Starship Super Heavy, de son côté, destinée au deuxième vol du Starship, est prête à décoller depuis un certain temps. Et il faudra probablement attendre encore au moins 2 semaines pour terminer l'examen réglementaire. Et la société craint que des examens tout aussi longs ne retardent la myriade de futurs vols d'essai nécessaires pour démontrer la viabilité du Starship, sa capacité de ravitaillement en carburant et sa capacité à atterrir en toute sécurité sur la Lune. Mais même si la mission Artemis 3 visant à l'unir n'est pas retardée, bien les problèmes réglementaires ont un impact. Et j'espère que vous avez eu une belle semaine d'automne. Ici, on parle du présent, du passé. Cette semaine, on parle de la navette spatiale Discovery et du futur. Avez-vous vu mon nouveau booster? Incroyable! Bienvenue dans votre actualité spatiale show! All engine running. Let's go. Autopilot activated. Cette semaine à Boca Chica, au Texas, c'est bien le Ship 26. Ça, c'est le prototype qui va servir au vol d'essai numéro 3. Eh bien, a commencé à rugir. Puis pour ce qui est du reste de la Starbase, ben, c'était pas mal le jour de la marmotte. Then put your little hand in mine. C'est le jour de la marmotte! Vous les morts! Il y en a marre! Disons qu'il est reparti se coucher, mais pas pour très longtemps cette fois-ci. Le Ship 26, oui, il a enfin effectué un test de démonstration d'allumage d'un seul moteur pour simuler la désorbitation d'un vaisseau spatial. Et quelle puissance, comme on disait tantôt. Et pour ce qui est de notre duo qui joue au yo-yo, oui, assemblage, désassemblages, c'est le temps de vous montrer mon nouveau booster. Il est géant! Eh bien, le prochain test sera le Wet Dress Rehearsal qu'on appelle en anglais ou le test humide. Et ça veut simplement dire que les réservoirs du booster et du Starship vont être remplis de méthane liquide et d'oxygène liquide. On veut vérifier s'il n'y a pas des fuites. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un test en tenue humide. Ça, c'est une étape vraiment importante qui va pas toujours très bien. On se rappelle des difficultés rencontrées par la NASA avec sa fusée SLS. Ça, c'est la fusée qui va servir à ramener des astronautes autour et sur la Lune, les missions Artemis. C'est des tonnes de liquide inflammable qui circulent dans les tuyaux pour la première fois. Alors, il y a toujours des risques. L'essai qui sera conduit par SpaceX sera accompagné d'un compte à rebours symbolique pour vérifier la séquence complète avant un vrai décollage, mais aussi contrôler les performances du vaisseau et de la plateforme orbitale en vue du prochain vol. Et mes amis, je peux vous dire qu'avec tout ce liquide, imaginez, il est déjà lourd à vide, il va être super lourd. Oh que oui, vraiment. Ok, on l'a vu, ton Starship Super Heavy, le snap peu serré, là. Et on parle de plus de 4500 tonnes de carburant. Bref, cette semaine, le Ship 25 a été réempilé. Et cette fois-ci, c'était beaucoup plus fluide, avec moins de pauses ou de mouvements horizontaux pendant sa montée. Et l'équipe de SpaceX a toutefois toujours quelques soucis avec l'alignement du Quick Disconnect ou QD-Arm. Ça, c'est un bras de ravitaillement en ergol pour remplir le Starship. Bref, avec des scanners, ils ont probablement vérifié les soudures. Ou vérifier ou percer le trou, hein.
Et avez-vous vu cette superbe animation du support de lancement orbital de Ryan Hansen? Et la différence entre ces deux images, d'un côté, eh bien, c'est l'image de Ryan et de l'autre, celle de SpaceX. Et du côté de l'ancien né du Ship 22 qui a été conçu pour ressembler à une maquette du système d'atterrissage humain HLS, ben, il semble qu'ils veulent le faire ressembler encore plus au design imaginé de l'atterrisseur lunaire. Et parce que les tuiles du bouclier thermique ont été retirées et probablement dans quelques jours, nous pourrons observer ce nez complètement blanc. Et aux installations d'essai de Massey, bien, le Booster 11 a lancé un test cryogénique du réservoir de méthane avec seulement une petite quantité dans le réservoir d'oxygène, puis un deuxième test avec le processus inversé. Bref, nous aurons des nouvelles de la FA dans les prochains jours. Espérons que tout sera positif avec la fameuse FA pour le deuxième vol d'essai. On se croise les doigts! Avec l'attente interminable du deuxième vol Starship Super Heavy, eh bien SpaceX demande à la FAA de doubler son personnel de délivrance de licence. Il devrait l'annuler. La FAA ralentit clairement les progrès de SpaceX, non seulement dans le développement du programme Starship, mais aussi dans les innovations avec le Falcon 9 et la capsule Dragon. Et selon SpaceX, eh bien, la FAA fait un assez bon travail avec les ressources dont elle dispose. Mais selon eux, la FAA a besoin de beaucoup plus de personnes travaillant dans son département des licences et devrait être encouragée à donner la priorité aux missions d'importance nationale. Et ces derniers mois, les programmes de SpaceX ont dû rivaliser entre eux pour les examens de la FAA. Imaginez, ça leur ralentit considérablement le programme Starship et ça a mis en danger le développement d'un système d'atterrissage humain pour le programme Artemis de la NASA. Et selon les responsables, une réglementation inefficace diminue la compétitivité. Reprends-toi, le smart. Diminue la compétition américaine à mesure que les programmes spatiaux en Chine et ailleurs dans le monde se développent. C'est clair que la FAA pourrait être un peu plus innovante dans la façon dont elle interprète certaines règles et réglementations. Et leur mission est de permettre des vols spatiaux en toute sécurité. Nous ne pouvons pas abandonner le côté sécurité, ça c'est certain, mais ça serait peut-être une bonne idée de mettre un peu plus d'énergie du côté habilitation. Et SpaceX est sur le point de lancer environ 90 fusées cette année et vise plus de 140 l'année prochaine. Et tout cela, ça s'ajoute aux nouveaux entrants tels que la fusée Vulcan de United Launch Alliance, la New Glenn de Blue Origin et d'autres fusées plus petites mises en ligne. Ensuite, il y a l'augmentation du taux de vol de Virgin Galactic, il y a le retour en vol de la fusée touristique suborbitale New Shepard de Blue Origin, puis il y a le potentiel de vol en ballon à haute altitude en plus. Nous prévoyons un naufrage imminent, a déclaré l'un des responsables de SpaceX qui recommande à la FAA de doubler ses effectifs. Bref, en gros, les lancements de la Falcon 9 et la Falcon Heavy de la même compagnie ralentissent le programme Starship Super Heavy. C'est incroyable. Quelle bureaucratie! Donc, ça prend du personnel, mais pas n'importe qui. Des gens qualifiés qui connaissent le spatial. Mes amis, quelle bonne nouvelle pour l'Inde! Oui, l'Inde, un pas de plus vers les vols habités. L'Inde envisage de devenir le 4e pays à lancer des êtres humains depuis son propre sol après l'URSS ou la Russie, les États-Unis et la Chine. Le vaisseau spatial avec équipage Gaganyaan a effectué son premier test en vol samedi le 21 octobre. Ils sont courageux. Non, il n'y avait pas d'équipage dedans, faut tout te dire. C'est pas ça que tu as dit. La capsule de test Gaganyaan de l'ISRO a été lancée sur un booster L40. Ça, c'est un dérivé des boosters utilisés GSLV-MK2. À une altitude d'environ 15 km, eh bien, la capsule s'est éjectée de la fusée pour ce test d'abandon en vol. Et l'ISRO confirme que la capsule s'est comportée comme attendu. La capsule Gaganyaan a déployé son stabilisateur et ses parachutes principaux et a réussi à amérir pour terminer le vol. Et par la suite, le président de l'ISRO a déclaré « Je suis très heureux d'annoncer la réussite de la mission TVD-1. » Il avait raison d'être heureux. Et pour ce qui est de la suite, eh bien, l'ISRO a prévu une série de lancements de tests supplémentaires, 2 vols d'essais orbitaux sans équipage de la capsule Gaganyaan sur des fusées LV-M3. Et ils auront à leur bord Vio Mitra. Ça, c'est un robot humanoïde spatial, disons...
Non, on n'a pas... mais effrayant. Bon, effrayant. Ils espèrent que les premiers humains à bord voleront en orbite d'ici 2025. L'ISRO a de nombreux projets pour l'avenir, car ils vont développer leur propre station spatiale d'ici 2035, puis ils ont comme projet d'emmener des humains sur la Lune d'ici 2040. C'est possible tout ça, ça reste à voir. Bref, le vol semblait conforme à son plan de mission. Alors bravo à l'Inde. Abonnez-vous à Blue Dot Fitness and bonne chance. La recherche continue de la Chine dans les technologies spatiales comme moyen d'acquérir plus de puissance militaire a été souligné dans le dernier rapport du Pentagone américain. Le ministre de la Défense considère la République populaire de Chine comme son défi de simulation. Et en ce qui concerne l'espace, eh bien, le rapport note que la Chine comble un écart important avec les capacités spatiales américaines, augmentant ainsi la possibilité qu'elle puisse prendre l'avantage dans un futur conflit grâce à des attaques contre des satellites américains. Le Pentagone y voit un défi majeur et parmi les armes anti-satellites chinoises qui inquiètent le ministre de la Défense figurent les missiles basés au sol et les lasers de haute puissance, les satellites dotés de bras robotiques capables de capturer d'autres satellites, les capacités de cyberattaque et d'autres systèmes susceptibles de brouiller, d'aveugler ou désactiver les satellites américains. Et l'un des principaux sujets de préoccupation soulevés dans l'évaluation du Pentagone est la réticence persistante de la Chine à s'engager dans des communications militaires avec les États-Unis. Et le ministre de la Défense a déclaré que les dirigeants militaires chinois ont rejeté les tentatives visant à améliorer les protocoles de communication radio et à convertir des règles de comportement lors des rencontres aériennes et maritimes avec les forces américaines dans la région du Pacifique. Bref, les responsables de l'US Space Force ont averti qu'un manque de transparence sur les activités spatiales alimente le risque de malentendus et d'erreurs de calcul. Oh merde! Connaissez-vous l'objet humain le plus rapide de tous les temps? Le SR-71. Oui, lui est rapide, mais là, on parle de vraie vitesse, 635 000 km/h. Oui, la fameuse sonde solaire Parker de la NASA. Et cette sonde a été lancée en août 2018 avec l'objectif de mieux comprendre le Soleil en se concentrant sur le vent solaire et la couronne, et pour s'approcher plus près du Soleil et décroître le périhélie de son orbite. Et en gros, c'est l'endroit où la sonde est la plus près du Soleil, et pour ce qui est de la plus éloignée, ça serait l'aphélie. Parker Solar Probe utilise l'assistance gravitationnelle de Vénus, ce qui donne à la sonde une augmentation de sa vitesse. Et lors de son dernier survol de Vénus, eh bien, l'assistance gravitationnelle de la planète a permis d'accélérer la sonde à 635 266 km/h. Parker Solar Probe a donc battu son propre record de vitesse précédent établi en novembre 2021 de 586 863 km/h. Et d'autres survols de Vénus sont prévus d'ici la fin de la mission initiale l'année prochaine et de nouveaux records de vitesse sont envisagé au-delà des 700 000 km/h, imaginez. Et en plus des records de vitesse, eh bien la sonde bat des records de distance. Oui, avec le Soleil, on parle de 7,26 millions de kilomètres. Et 7,26 millions de kilomètres, c'est très très près, je peux vous le dire, parce que nous, on est à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Imaginez 7,26. Et on s'attend à ce que Solar Parker Probe s'en approche à seulement 6,16 millions de kilomètres vers la fin 2024. Et à cette date, la sonde atteindra des vitesses encore plus élevées. Ce sera donc la sonde la plus près de notre étoile et l'objet humain le plus rapide de tous les temps. La semaine dernière, c'était le magnifique, on va se le dire, lancement de la fusée Falcon Heavy de SpaceX avec à son bord la sonde Psyché de la NASA. SpaceX a publié une magnifique photo de l'atterrissage du double booster du Falcon Heavy et plusieurs se demandaient pourquoi les deux boosters n'étaient pas synchronisés, ils n'atterrissaient pas en même temps. Mais le retard entre les deux atterrissages était intentionnel. Oui, bien que le retour des premiers vols du Falcon Heavy était synchronisé, eh bien, ils les ont espacés au fil du temps. Et c'est un peu plus sûr de cette façon pour pas qu'ils gênent entre eux, là, comme deux autos téléguidés. T'as pas rapport. Et voici le vaisseau spatial Psyché en temps réel. Il a été éjecté hors de la sphère d'influence terrestre et il se déplace plus rapidement sur son orbite pour grimper vers Mars et jusqu'à présent, tout va bien. Et environ 1 heure après le lancement, eh bien, le vaisseau spatial a reçu l'ordre de se placer dans un mode de sécurité en attendant les commandes du contrôle de mission. Et après des communications avec le Deep Space Network de la NASA, eh bien, tous les rapports indiquaient qu'il était en bonne santé. Et la NASA devrait lancer la démonstration de technologie de communication optique dans environ 2 semaines lorsque Psyché
Psyché se trouvera à environ 7,5 millions de kilomètres de la Terre. Et ce sera le premier test au-delà de la Lune de la nouvelle technologie de communication laser. Et vers la fin novembre, eh bien, des contrôles actifs des instruments scientifiques auront lieu. Nous devrions alors recevoir ces premières images utilisées à des fins de calibrage. Ils cibleront des étoiles et un amas d'étoiles avec différentes expositions et plusieurs filtres. Et apparemment, eh bien, l'équipe Psyché activera ensuite une sorte de flux automatique pour le public afin qu'il puisse regarder les images brutes en trempe pendant toute la durée de la mission. Et les 100 premiers jours de la mission sont consacrés à la mise en service et au contrôle progressif. Mais un élément clé de tout ça, eh bien, c'est que les fameux moteurs électriques, il faut qu'ils soient prêts à commencer à tirer en continu sur de longues périodes de trajectoire. C'est important ça, mais tout va bien pour l'instant. Psyché. Blue Origin dévoile enfin ses plans pour un véhicule de transfert orbital. Blue Origin a officiellement annoncé le 16 octobre son intention de développer un véhicule de manœuvre orbital. Il va s'appeler Blue Ring, puis il va être une plateforme de vaisseau spatial axée sur la logistique et la livraison dans l'espace depuis l'orbite terrestre moyen jusqu'à l'espace cislunaire et au-delà. Et en passant, cislunaire, en gros, c'est l'espace entre la Terre et le début de l'orbite lunaire. Donc, c'est là que les missions Apollo ont passé la majorité de leur temps. Blue Ring relève donc deux des défis les plus difficiles du vol spatial d'aujourd'hui, la croissance de l'infrastructure spatiale et l'augmentation de la mobilité en orbite. Et Blue Ring serait en mesure d'accueillir des charges utiles supérieures à 3000 kg. Le véhicule pourra également offrir des services de ravitaillement en carburant, de relais de données et d'autres services logistiques pour les charges utiles. Et Blue Origin eh bien, nous a partagé une simple image du vaisseau spatial. Mais on les connaît, Blue Origin, ils ont beaucoup d'ambition, mais ils vont pas tellement vite. Mais Blue Ring, lorsqu'il entre en service... S'il entre en service... il pourrait être confronté à une forte concurrence, parce que plusieurs autres sociétés travaillent sur des véhicules de transfert orbital, principalement pour le transport de petits satellites et l'hébergement de charges utiles en orbite terrestre basse. Et cette annonce intervient alors que Blue Origin traverse une transition de leadership parce que Bob Smith, qui était directeur général de l'entreprise pendant 6 ans, eh bien, quitte Blue Origin et sera remplacé par Dave Lim, ça c'est un dirigeant d'Amazon. Et 2 jours plus tard, la Federal Aviation Administration, qu'on connaît bien ici puis qu'on n'aime pas tant, a déclaré qu'elle avait clôturé l'enquête sur l'accident de lancement de New Shepard en septembre 2022. Et Blue Origin a déclaré qu'elle prévoyait de reprendre les vols de ce véhicule suborbital bientôt, mais toujours pas de date. Et Blue Origin a également repoussé les informations selon lesquelles il minimiserait son travail sur la station spatiale commerciale Orbital Reef ou mettrait éventuellement fin à son partenariat avec Sierra Space sur le projet. Nous sommes pleinement déterminés à travailler avec la NASA pour garantir une présence humaine continue en orbite terrestre basse. Voyons donc. Il a pas dit voyons donc. Moi je le dis, alors tout semble bien aller pour Blue Origin. Ouais. Connaissez-vous la navette spatiale ou l'orbiteur Discovery? Moi, c'était mon préféré. Et au moment où la NASA a décidé de la retirer en 2011, eh bien, elle avait effectué, mes amis, 39 missions. 39 missions, c'était pas rien. Puis aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter ses débuts excitants. En construction depuis 3 ans, eh bien, Discovery a rejoint les 2 orbiteurs spatiaux de la NASA, Columbia et Challenger, ainsi que le véhicule d'essai atmosphérique Enterprise. Parce qu'à l'époque, il était 3 à aller dans l'espace, mais au total, il y a eu 6 orbiteurs. On parle de Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour et Enterprise. Enterprise, jamais allé dans l'espace, donc il y a eu 5 vrais orbiteurs à aller dans l'espace. Et le 25 janvier 1979, la NASA a annoncé les noms des 4 premiers orbiteurs dignes de l'espace. Oui, il y avait Columbia, Challenger, Discovery et Atlantis. Et comme les autres véhicules, eh bien, la NASA a nommé Discovery d'après des navires d'exploration historique, le HMS Discovery du capitaine James Cook, qui a été utilisé lors de son 3e et dernier voyage entre 1776 et 1779, et le fameux Discovery d'Henry Hudson, utilisé lors de sa recherche du passage du Nord-Ouest en 1610-1611.
Et le 29 janvier, bien, la NASA a signé un contrat avec Rockwell International de Downey en Californie pour construire et livrer Discovery. Et la construction a commencé en juin 1980 et s'est terminée en février 1983. Et Discovery comprenait plusieurs améliorations par rapport aux deux véhicules précédents et bien, grâce à une utilisation plus étendue de couverture au lieu de tuiles dans le système de protection thermique, eh bien l'orbiteur pesait 3116 kg de moins que Columbia. 3116 kg de moins que Columbia, c'est énorme. Discovery a été déployé sur la rampe de lancement 39A en Floride le 19 mai 1984 en préparation du lancement prévu le 25 juin de la mission STS-41D. Et comme pour tout nouvel orbiteur, eh bien, le 2 juin, la NASA a effectué un tir de préparation au vol de 20 secondes des 3 moteurs principaux. Et le 14 juin, eh bien, l'équipage de 6 personnes a participé à un test de démonstration avec compte à rebours. Ils ont monté à bord de Discovery le 25 juin pour une tentative de lancement qui a échoué à T-2 minutes en raison d'une panne de l'ordinateur de secours général. Et les techniciens ont remplacé l'unité défaillante par une unité Challenger pour une autre tentative de lancement le lendemain. Et cette fois, eh bien, l'ordinateur de bord de Discovery a interrompu le lancement 4 secondes avant le décollage, mais après que 2 des 3 moteurs principaux soient déjà allumés. Ce qui a provoqué des moments d'anxiété dans le cockpit. D'ailleurs, l'astronaute Hawley a déclaré « Ah bien, je pensais que nous serions un peu plus haut lorsque les moteurs s'arrêteraient. » Ouais, pour aggraver les choses, un incendie d'hydrogène à la base de la rampe de lancement a activé le système d'extinction, obligeant l'équipage à évacuer le vaisseau spatial sous un déluge d'eau. C'était pas vraiment un début glorieux pour Discovery. Le problème avec le moteur central a nécessité un remplacement que les ingénieurs ont effectué sur la plateforme entre le 3 et le 5 juillet, mais le retard a amené les responsables de la NASA à modifier les charges utiles et les calendriers de lancement, ce qui a nécessité le retour de Discovery au VAB. Et la navette est revenue sur la rampe de lancement 39A le 9 août pour une tentative de lancement 20 jours plus tard. Et un problème matériel a entraîné un retard d'une journée. Et finalement, eh bien, c'est le 30 août que Discovery a décollé pour sa première mission dans l'espace. Et au cours de ces 39 missions s'étalant sur plus de 26 ans, eh bien Discovery a effectué pratiquement tous les types de missions envisagées pour la navette spatiale, y compris le lancement et l'entretien du télescope spatial Hubble. Et Discovery a également effectué les missions de retour en vol après les accidents de Challenger et de Columbia et a effectué sa dernière mission STS-133 en février 2011. Et l'année suivante, eh bien, c'est le National Air and Space Museum de la Smithsonian Institution qui a exposé la navette spatiale Discovery dans son centre Stephen F. Edward Easy à Chantilly, en Virginie. Et si vous êtes passionné comme moi de spatial, eh bien cette visite a été l'un de mes plus beaux moments. Et c'est gratuit, allez-y, profitez-en. Et ça complète votre actualité spatiale chaude de la semaine. Hey, merci d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes des vrais Blue Dot. Et comme disait Confucius cette semaine, quand on désire savoir, on interroge. Quand on veut être capable, on étudie. Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà. Étudiez sans cesse du nouveau. Alors vous deviendrez un maître. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre une petite minute pour admirer le ciel magnifique et d'être Blue Dot parce que le futur, ça commence maintenant. Hey, adios amigos, une belle semaine à tous.